Alors, je suis tombé sur une émission avec Jean Pruvost sur la langue arabe et le fait que je crois que c'est même un ouvrage qui s'appelle Nos ancêtres les Arabes. Et c'est intéressant de comparer l'influence de l'empreinte de l'arabe sur le français et l'empreinte du français sur l'anglais. Il n'y a aucune commune mesure. Aucune. L'influence des mots arabes en français est minimale, millimétrique, j'allais presque dire. Et ce qui est amusant, c'est que quand il fait ses exposés, on ne remet pas les choses à leur juste proportion. La plupart des mots qu'utilise Pruvost dans sa conférence sont des mots qui sont cités, mais il ne parle pas, il n'utilise pas ces mots pour s'exprimer. Quand il parle du mot orange ou le mot gabardine ou le mot sorbet ou le mot cafard, etc., ce ne sont pas des mots qui font partie intégrante de son propos. C'est pas comme ça qu'il s'exprime en français. En revanche, quelqu'un qui ferait une conférence en anglais sur l'influence du français serait obligé, pour s'exprimer tout simplement, d'utiliser ces mots français ou des mots français. Et ce n'est pas quelques centaines de mots qu'il citerait comme ça et qui sont des mots souvent très marginaux par rapport à la langue française, mais ce seraient des mots parfaitement courants, parfaitement incontournables. Donc il n'y a aucun rapport. Alors il y a une conférence, il participe à la grande librairie, quelqu'un lui dit, mais est-ce que l'arabe va pas remplacer le français? Mais c'est délirant de poser des questions pareilles. La présence de l'arabe est secondaire. Alors effectivement, il est vrai qu'il a été conseillé au XVIe siècle de connaître l'arabe, le latin et le grec, mais ça n'avait rien à voir avec l'influence de ces langues sur le français. C'est parce qu'il fallait connaître ces littératures, ces textes. Donc on fait un amalgame entre deux problématiques, la question des emprunts et le fait qu'il fallait connaître ces langues. Tout à fait exact. C'est exactement l'inverse. Il faut aller vers ces langues, ou est-ce que ces langues viennent vers nous? C'est pas du tout la même chose. Et donc finalement, on s'aperçoit que les mots arabes sont la preuve même par opposition à la question de l'influence du français sur l'anglais. Ce sont des mots tout à fait secondaires et en plus qui sont souvent transformés, sinon méconnaissables. Alors que les mots français en anglais sont presque toujours parfaitement identifiables et qui sont carrément identiques au français. Quand vous prenez un mot français en anglais, isolément, on peut très bien penser que c'est du français. S'il n'y a pas l'encadrement, le contexte, dans la plupart des cas, par exemple si je dis conséquence, est-ce que c'est du français, est-ce que c'est de l'anglais quand je l'écris? Je ne parle pas de la prononciation. Quand je dis influence, quand je dis intelligence, ce sont les mêmes mots. Et ça, je renvoie à mon autre exposé là-dessus. Il faut distinguer les différents types d'emprunts. Un emprunt où les mots restent tels quels, c'est un emprunt, c'est vraiment un emprunt. C'est-à-dire qu'on emprunte pour le rendre, comme j'emprunte une voiture pour la rendre. Un emprunt où les choses ont été transformées, eh bien, c'est pas la même chose. Par exemple, c'est comme pour l'autre jour, je parlais avec un de mes amis. Je dis, si vous louez un appartement, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi dans l'appartement, vous ne pouvez pas changer la disposition des murs, etc. Alors que si vous achetez l'appartement, c'est propriétaire, vous pouvez le faire. Eh bien, l'anglais se comporte avec le français, non pas comme un propriétaire de ces mots, mais comme un locataire de ces mots. Et donc, si on est locataire, à un moment donné, le bail se termine.